Je travaille sur un bateau de pêche en haute mer, au large de la côte ouest des États-Unis. Pendant des années, je n'ai jamais rien vu d'anormal ou de terrifiant, à part quelques tempêtes ou des blessures infligées à des membres de l'équipage par le gréement ou nos prises. J'ai toujours aimé la mer, et je m'y suis toujours senti en sécurité, en paix. Mais il y a quelques semaines, alors que nous remontions nos filets, quelque chose s'est emmêlé dans le filet tribord. Quand nous avons finalement réussi à le hisser à bord, il s'est avéré que c'était une bouée de détresse d'urgence, manifestement restée longtemps dans l'eau. En l'examinant, nous avons trouvé un tampon légèrement effacé sur le métal et le polyuréthane, indiquant qu'elle devait être remise à la marine si elle était retrouvée. Pendant que le capitaine se rendait à la cabine de pilotage pour la signaler par radio, j'ai poussé l'examen un peu plus loin et découvert que l'émetteur radio était brisé, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait jamais été récupérée. J'ai aussi découvert un compartiment scellé sur le côté, contenant un petit sachet étanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier, couvertes d'une écriture tremblante. Ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est qu'il semblait y avoir des taches de sang séchées sur certaines d'entre elles. Contre toute logique, j'ai ouvert le sachet et commencé à lire les pages pendant que nous rentrions au port. Une fois terminés, je les ai immédiatement apportés au capitaine, qui a blêmi en les lisant. Il les a fourrés à nouveau dans le sachet et m'a ordonné, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, de le remettre en place. Il m'a aussi dit que la marine nous attendrait à quai pour récupérer la bouée. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais pas avant d'avoir utilisé le scanner du navire pour en faire des copies. De retour au port, un grand groupe d'hommes nous attendait. Ils ont immédiatement investi notre petit bateau. Ils ont emporté la bouée et nous ont tous fait signer une montagne de papier, jurant que nous ne parlerions jamais de ce que nous avions trouvé. Tout ce qu'ils ont accepté de dire, c'est que c'était classifié. Ils nous ont aussi promis une récompense financière. Quand ils sont partis, le capitaine s'est simplement tourné vers nous et a dit d'oublier tout ça. Depuis, j'ai gardé les copies cachées dans mon bureau. J'ai longtemps hésité sur ce que je devais en faire. J'ai même envisagé de les détruire. Mais je pense que ce qui y est raconté doit être partagé. Et ici, c'est le meilleur endroit que je connaisse pour le faire. Je sais que je risque de gros ennuis en publiant ceci, mais je ferai face quand le moment viendra. Il y avait une seule date inscrite en haut de la première page, 2016. Je vais retranscrire les pages exactement telles qu'elles sont écrites. Cela peut prendre un peu de temps, car certaines sont difficiles à lire. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, mais si ne serait-ce qu'un fragment de ce qui y est écrit est vrai, alors je ne suis pas certain de vouloir jamais remettre les pieds dans l'océan. Voici ce qu'il disait. À la personne qui trouvera ce message, je vous en supplie, ne laissez personne tenter de venir nous secourir. D'ici à ce que vous trouviez ceci, moi, ou n'importe qui d'autre dans mon équipe, seront bien au-delà de toute possibilité de sauvetage. J'écris ceci uniquement pour qu'une personne bien placée, là-haut à la surface, puisse lire un compte-rendu des horreurs qui se sont abattues sur nous, dans le vide noir et glacial qui est devenu la tombe éternelle de mes collègues, et qui, très bientôt, deviendra aussi la mienne. Et aussi comme un avertissement, pour tenter d'éloigner tout autre scientifique, militaire, ou qui que ce soit d'autre, de l'idée de récupérer ce que nous avons été envoyés ici pour étudier. Cela ne servira peut-être à rien. Dieu sait que nous, humains, sommes doués pour ignorer les signes subtils nous suppliant de rester à l'écart, même lorsqu'ils sont sous notre nez. Mais je dois tenter quelque chose, avec le peu de temps qu'il me reste, avant qu'ils ne trouvent ma cachette. Pour les archives, je m'appelle Desmond Windows. J'ai 35 ans et je suis... j'étais professeur à l'Institut de biologie marine de l'Université de l'Oregon. J'y enseignais depuis 8 ans, après avoir été diplômé major de ma promotion. J'ai toujours eu un esprit vif et tenace, capable de surpasser même certains de mes anciens professeurs. Grâce à mes résultats, j'ai obtenu mon diplôme 3 ans plus tôt que prévu. Et j'ai été personnellement contacté par le doyen pour occuper un poste à temps partiel à Charleston, afin d'aider le personnel débordé.
J'ai immédiatement accepté. J'ai toujours aimé transmettre ma passion pour l'océan et ses créatures. Mais j'ai précisé que je serais parfois absent, car j'avais déjà signé avec une importante société de recherche océanique, dont je tairai le nom pour des raisons personnelles, en raison de mes années d'expérience en plongée, notamment parce que j'étais certifié plongeur de niveau avancé et formé à l'utilisation des combinaisons de plongée atmosphérique, ou ADS. Il y a environ 6 semaines, j'ai été contacté par un vieil ami scientifique, David Gimbel. Nous nous étions rencontrés 6 ans plus tôt à un colloque sur la conservation marine. Sa carrière avait pris un tout autre tournant. Il avait été recruté par un groupe privé que je ne connaissais pas, comme consultant et chef plongeur de leur division de recherche et de récupération sous-marine. Il supervisait la localisation d'épaves oubliées, la maintenance de plateformes pétrolières, l'excavation de ruines sous-marines, ce genre de choses. En échange, il avait le droit d'utiliser leur matériel pour étudier la faune des grands fonds pendant son temps libre. Il m'a dit que ce groupe avait entendu parler de mes compétences, non seulement en plongée profonde, mais aussi de mes diplômes secondaires en langues anciennes, archéologie et océanographie. Il voulait m'inclure dans une expédition en cours. Apparemment, lors de la cartographie du plancher océanique, leur sonar avait détecté une anomalie à environ 1200 mètres de profondeur. En repassant plusieurs fois avec leur sonar à balayage latéral, un système qui crée une image large du fond marin grâce à un dispositif en forme de torpille tracté derrière le navire, ils ont découvert ce qui semblait être des ruines, couvrant une zone de près de 5 km². À moins d'1 kilomètre de là, se trouvait une épave de cuirassés américains datant de la Seconde Guerre mondiale, à moitié enfouie dans les sédiments. Pour eux, c'était le jackpot, une épave non répertoriée, qui leur vaudrait une prime substantielle de la marine, et ce qui semblait être les vestiges d'une civilisation ancienne engloutie. Le genre de choses dont rêvent tous les chercheurs. Ils ont donc installé une base de recherche sous-marine pour permettre aux scientifiques, biologistes et autres membres de l'équipe d'étudier les 2 sites. Je l'ai interrompu pour lui demander pourquoi ils avaient besoin de nous, lui et moi. Les submersibles et ROV, d'accord. Mais nos spécialités, c'étaient les combinaisons ADS. Et celles-ci ne descendent pas à plus de 600 mètres, soit la moitié de la profondeur des sites. Il s'est penché vers moi et m'a dit à voix basse que le groupe avait secrètement développé une version avancée des nouvelles exocombinaisons, certifiées par les agences compétentes, capables de résister à plus de 2300 mètres de profondeur. Ils disent qu'elles pourraient théoriquement supporter jusqu'à 2300 mètres, m'a-t-il confié. Mais elles n'ont jamais été testées. Ensuite, il m'a expliqué que son groupe voulait que je dirige l'équipe de plongée pour explorer, filmer, cartographier et peut-être remonter certains artefacts des ruines. Pendant ce temps, lui dirigerait les fouilles sur l'épave. Il me paierait grassement et je serais nommé comme l'un des découvreurs officiels du site. Immortalisé dans les livres d'histoire. Le nombre de zéros qu'il m'a annoncé m'a fait tourner la tête. Et avant même qu'il ne termine sa phrase, j'ai accepté. Quelle putain de décision stupide. Peu de temps après, j'ai été envoyé par avion depuis les États-Unis jusqu'en Nouvelle-Zélande, où j'ai embarqué à Auckland sur le navire du groupe, l'Oceanic Explorer. Le voyage jusqu'au site a duré près d'1 semaine. Notre destination se trouvait à environ 300 km au nord des îles Pitcairn. En arrivant, nous avons découvert 5 autres navires rassemblés autour d'un même point en mer, 2 appartenant à la même société privée et 3 à la marine américaine. Ils avaient construit une plateforme suspendue entre les bateaux, permettant aux submersibles d'accoster, de charger ou décharger du matériel, puis de replonger. Une fois amarrés, Gimbel et moi avons été conduits à un briefing privé dirigé par un homme qui, visiblement, n'aurait jamais pu entrer dans une combinaison de plongée, même si sa vie en dépendait. Non, ce type était clairement un cadre supérieur de la surface. Il nous a fait asseoir et après nous avoir fait signer une demi-douzaine d'accords de non-divulgation, visiblement, il s'était déjà fait trahir par des fuites par le passé. Il nous a montré la carte générée par le sonar. Gimbel et moi sommes restés bouche bée. C'étaient bel et bien des ruines, disposées en motifs précis, avec une forme presque circulaire en leur centre et des structures rayonnant en ligne droite à partir de ce point. Et ça,
C'était le signe révélateur. La nature ne crée pas de ligne droite. Il nous a aussi montré l'épave du cuirassé américain, légèrement à l'écart. Gimbel s'est concentré dessus, mais moi, j'étais complètement captivé par les ruines. J'ai étudié chaque centimètre de l'image sonar, la mémorisant, calculant déjà les meilleurs points pour commencer l'exploration. Mon esprit fourmillait de questions. Quelle pouvait être l'ancienneté d'une telle structure? Comment avait-elle pu rester aussi longtemps inconnue? Mais en même temps, cela faisait sens. Nous n'avons exploré qu'environ 5% de l'océan. Le reste, 95%, pourrait cacher n'importe quoi. Une fois le briefing terminé, l'homme, qui s'appelait Le Casset, nous a averti qu'une tempête tropicale était en train de se former, à environ 130 km à l'ouest, et qu'elle se dirigeait dans notre direction. Si elle ne déviait pas, les navires de surface devraient quitter la zone pour éviter le danger, et cela pourrait durer plusieurs semaines. En attendant, nous serions coupés de toute communication radio avec eux. Si une urgence survenait sous l'eau, nous n'aurions pour nous aider que le médecin de bord, son équipe et son équipement. Nous lui avons dit que nous comprenions et que nous ferions tout pour garantir la sécurité de nos équipes. Ensuite, on nous a conduits sur la plateforme, où un petit submersible 3 places nous attendait. Avec chacun un simple sac de voyage contenant quelques vêtements et affaires personnelles, nous nous sommes glissés dans le compartiment exigu. Une fois la trappe scellée, 2 plongeurs de sécurité ont effectué les vérifications finales. L'un d'eux est venu à la petite lucarne frontale et a fait signe au pilote que tout était prêt. Je me suis penché pour voir une dernière fois le soleil orange s'éteindre à l'horizon, puis nous avons doucement glissé sous les vagues, entamant notre descente dans les abysses. Il y a une raison pour laquelle cette zone est surnommée la zone de minuit. À cette profondeur, aucune lumière naturelle ne pénètre. Mis à part les lampes artificielles du sub ou les lueurs occasionnelles de créatures abyssales, il n'y a rien d'autre que les ténèbres. Un noir absolu, impénétrable, qui semble presque vouloir s'étirer vers vous avec des griffes invisibles pour vous étouffer dans son étreinte glaciale. Même après une centaine de plongées à de telles profondeurs, cette sensation d'effroi primitif ne disparaît jamais complètement. Regarder au-delà de la limite de la lumière, sans pouvoir voir ce qui s'y cache, déclenche un frisson archaïque dans le fond de votre cerveau reptilien. Je me sentais ridicule, comme un enfant qui croit encore au monstre sous le lit. Mais je dois admettre que j'ai ressenti un immense soulagement en apercevant la base apparaître dans le faisceau de nos projecteurs. Des dizaines de lumières fixées sur la structure repoussaient les ombres. Je voyais des plongeurs dans ce qui devaient être les nouvelles exocombinaisons, déambulant lentement autour de la base, installant des caméras et déposant des caisses de matériel pour les semaines d'exploration à venir. Notre sub s'est arrimé à un sas, nous permettant de passer directement de l'engin à l'intérieur de la base. Une fois la chambre vidée de son eau et la pression équilibrée, le pilote a dévissé la trappe et nous a ouvert. Il nous a souri, tapoté l'épaule et a lancé dans un accent irlandais. « Bon séjour les gars. Je vous revois dans 6 ou 7 semaines. Faites attention à vous. » Nous l'avons remercié, puis il a refermé le sas, détaché le submersible et entamé lentement sa remontée vers la surface. Nous étions désormais seuls et émerveillés par ce que nous découvrions. La base représentait clairement des dizaines, voire des centaines, de millions de dollars d'investissement. Placée exactement entre l'épave et les ruines, elle était immense. Et il le fallait. Il fallait de la place pour nos 2 équipes, plus les 3 membres du personnel médical. Toute la structure était faite d'un alliage capable de supporter l'énorme pression de l'eau à cette profondeur. On entendait constamment les parois gémir et grincer sous la contrainte. Des sons étranges, profonds, comme si le métal dialoguait avec les abysses. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par le responsable de la base, un homme grand et maigre, aux cheveux en pique comme un oursin. Il s'appelait Carruthers. Il nous a guidés jusqu'à nos cabines pour que nous puissions déposer nos affaires, puis nous a conduits à la salle d'observation principale, au cœur de la station. Une large baie vitrée, faite de plexiglas ultra-résistant, dominait un mur entier, permettant d'observer les alentours immédiats et les activités des plongeurs. De l'autre côté de la pièce, un mur de console affichait les vues des caméras extérieures, ainsi que celles fixées aux épaules des exosquelettes. Je jetai un œil par la vitre. Au-delà de la lumière, les ténèbres.
Un voile mouvant, impénétrable. Un frisson involontaire me parcourut. Je détournai rapidement le regard et me recentrai sur Carruthers et Gimbel. « Tu es obsédé par l'océan, me dis-je. Tu as déjà plongé presque aussi profond que ça. Tu sais ce qu'il y a là-dehors. Alors arrête de fixer le vide comme si quelque chose allait surgir. » Je secouai la tête pour chasser ce sentiment et me reconcentrai sur ce que disait l'homme. Il nous mit au courant de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ils avaient installé un périmètre autour de la base et mis en place des corps de guide avec des poteaux lumineux menant aux 2 sites. Mais ils n'avaient encore commencé aucun travail d'exploration. On leur avait ordonné d'attendre notre arrivée pour débuter cette phase. Nous devions nous reposer et rencontrer nos équipes respectives lorsqu'elles reviendraient de l'extérieur. Dès le lendemain, nous partirions chacun de notre côté pour effectuer notre première inspection. Nous serions chacun à la tête d'un groupe de 6 personnes, sans compter nous-mêmes. Il nous expliqua que chaque membre avait été soigneusement sélectionné par le comité de direction du groupe, en fonction de ses qualifications et de son mérite, et que tous savaient de garder leur sang-froid sous pression, même dans des conditions de travail extrêmes. Tout ce qu'il leur manquait, c'était des meneurs naturels. Et c'était nous. Il commença par exposer à David les informations qu'ils avaient recueillies sur le cuirassé. Et cette fois, j'ai écouté attentivement, par pure curiosité. Il expliqua que le navire avait disparu au beau milieu de la guerre, sans laisser la moindre trace. Leur dernier rapport signalait qu'ils s'apprêtaient à affronter une énorme tempête, mais ce qui m'a complètement désarçonné, c'est leur dernière position connue. D'après certains documents militaires déclassifiés que la marine leur avait fournis, la dernière position transmise était près des Philippines, à des milliers de kilomètres de là où nous étions. Mon esprit se mit à tourner à toute vitesse, essayant de trouver une explication rationnelle. Comment diable auraient-ils pu être déviés de leur route à ce point? Je pouvais comprendre un décalage de quelques centaines de kilomètres, mais ça, ce n'est pas possible. Ils auraient fini par s'en rendre compte, si ce n'est pas par leurs instruments, alors au moins grâce aux cartes, aux étoiles, aux constellations, ou au fait qu'il n'y ait pas la moindre terre à l'horizon. Rien n'avait de sens, et à voir l'expression sur le visage de David, je compris qu'il pensait exactement la même chose. Carruthers nous expliqua que la marine avait été immédiatement avertie de la découverte de l'épave, et qu'elle avait personnellement demandé qu'elle soit photographiée et documentée pour ses archives, en plus des nôtres. C'était la principale raison de leur soutien financier. Ils voulaient savoir ce qui avait provoqué le naufrage, autant que nous. Une fois qu'il eut terminé, il se tourna vers moi et me dit quelques mots brefs au sujet de mon expédition. Il n'y avait pas grand-chose à dire de toute façon. Il ne disposait que de très peu d'informations sur les ruines, hormis ce qu'on m'avait déjà dit à la surface, et la carte sonar. Il insista néanmoins pour que mon équipe et moi avancions très lentement. Personne ne savait à quel point ces ruines étaient anciennes. Une fois que nous aurions tout documenté et catalogué sur place, alors seulement nous pourrions envisager de prélever certains éléments pour les ramener à la base et les étudier. Je lui répondis que je comprenais, et que j'étais prêt à partir quand il l'ordonnerait. Intérieurement pourtant, j'étais surexcité, comme un enfant découvrant une pointe de flèche indienne dans un ruisseau. Je n'attendais qu'une chose: poser le pied dans un endroit que personne n'avait foulé depuis des milliers d'années. Pourtant, malgré cette euphorie, et bien que je me sois mentalement moqué de moi-même pour ces émotions presque puériles, je refusais toujours de tourner les yeux vers l'abîme, pas avant d'avoir quitté la pièce et fermé le sas derrière moi. Ce soir-là, nous avons rencontré tout le monde au dîner, dans le réfectoire. Mon équipe était composée de 4 hommes et 2 femmes, King, Alten, Figueroa, Brockman, Noding et Carpenter. Tous étaient des plongeurs expérimentés des grands fonds. King, Brockman et Noding étaient des plongeurs commerciaux spécialisés dans la récupération d'épaves. Les 3 travaillaient ensemble depuis plus de 10 ans, et leur camaraderie sautait aux yeux. Alten, Figueroa et Carpenter étaient parmi les plus proches de mon domaine. Figueroa était elle-même biologiste marine et océanographe, tandis qu'Alten et Carpenter, tous 2 diplômés de Florida State, avaient étudié l'archéologie et l'océanographie, et étaient également accrédités comme géomètres. Rapidement, une atmosphère conviviale s'installa entre nous. On discuta de notre passion commune pour l'océan,
des films d'horreur des années 80 et d'autres sujets variés. En moins d'une heure, on riait tous ensemble comme si on se connaissait depuis des années. Je vis que David avait aussi conquis son équipe, même si je n'avais jamais eu le temps d'apprendre leurs noms. En y repensant, je ne les ai jamais vraiment connus. À part les quelques noms que David a mentionnés, je ne pourrais pas les nommer. Une fois le repas terminé, chacun retourna à ses quartiers pour se reposer avant la grande mission du lendemain. Et bien que tout le monde se soit souhaité une bonne nuit, sauf Figueroa, qui, farceuse, avait caché une anguille en plastique dans le lit de Nodding, provoquant chez lui un cri aigu et presque féminin qui déclencha l'hilarité générale. Je ne parvins pas à m'endormir paisiblement. Mon esprit refusait de se calmer. Je me tournais et me retournais, avec l'impression étrange que des doigts invisibles s'agitaient à l'intérieur de mon crâne. Je jetai un œil à l'un des seuls objets personnels que j'avais emportés, posé sur la table métallique près du lit. Une photo encadrée, un visage souriant, de longs cheveux noirs de jais, une peau couleur olive, des yeux vert émeraude, un sourire éclatant figé dans un moment de bonheur pur. Jackie, je détournai le regard, refusant de laisser mon esprit emprunter ce chemin. Et à nouveau, je ressentis cette sensation étrange, comme si mon cerveau était massé ou sondé de l'intérieur. L'espace d'un instant, je crus presque entendre sa voix murmurer mon nom. Desmond. Je secouai la tête, tentant de l'ignorer pour enfin trouver le sommeil. Mais avec le recul, si j'avais compris ce que cela signifiait réellement, j'ai presque le sentiment que j'aurais préféré marcher jusqu'à l'un des sas de plongée, l'ouvrir et laisser l'eau s'engouffrer pour nous noyer tous. Cela aurait été une mort bien moins horrible et douloureuse que celle que nous avons connue. Nous nous sommes levés tôt le lendemain, excités à l'idée de ce que nous allions découvrir. Mon équipe et moi fûmes envoyés dans le sas est, David et la sienne dans le sas ouest. Nous nous aidâmes mutuellement à enfiler nos combinaisons, et un membre du personnel médical vérifia que tout était bien pressurisé et hermétique. La porte intérieure du sas fut scellée, puis la pièce fut inondée d'eau de mer. Une fois complètement remplie, la trappe extérieure s'ouvrit. Un à un, nous sommes sortis lentement dans le vide. Ils avaient fait un travail exceptionnel sur ces nouvelles exocombinaisons, je ne peux pas le nier. Elles résistaient parfaitement à la pression et étaient à peine plus lentes ou encombrantes que les modèles précédents. Comme ces derniers, elles étaient équipées de lampes montées sur les épaules, d'un système de chauffage intégré pour lutter contre le froid glacial, et d'une caméra fixée sur le casque, permettant à Carothers et à l'équipe en surface de suivre nos mouvements. 2 propulseurs montés sur les réservoirs d'oxygène nous permettaient de nous déplacer plus rapidement, contrôlés par des manettes à l'intérieur de la combinaison. Marcher au fond de l'océan, c'est un peu comme marcher sur la Lune, lent, difficile. Les propulseurs nous facilitaient les déplacements. Nous avons testé les communications, entre nous et avec la base, puis j'ai donné les consignes à mon équipe. Rester prudent, travailler lentement, maintenir une communication constante, et surtout, toujours se déplacer par binôme. Personne ne devait s'éloigner seul. Nous avons récupéré notre matériel, disposé près de la corde guide, et nous sommes mis en route vers les ruines. Le trajet a pris environ 15 minutes. J'étais reconnaissant pour la corde et les lampes l'espacées d'environ 10 mètres. Dans cet environnement, il suffit d'un faux pas, d'une seconde d'inattention, et vous pouvez vous perdre pour toujours. Il existe des récits, remontant au début de la plongée, de plongeurs disparus dans le noir, jamais retrouvés. Je gardais les yeux fixés droit devant moi, attendant d'apercevoir enfin la raison de ma présence ici. Quelques minutes plus tard, ma vigilance fut récompensée. « Saint Jésus, Sainte Mère de Dieu !» souffla presque Figueroa. La carte sonar n'avait pas rendu justice à l'immensité du site. Les premiers piliers de pierre que nous aperçûmes, recouverts de boue, d'algues et de dépôts, s'élevaient bien au-dessus de nos têtes, jusqu'à disparaître dans la pénombre, au-delà de la dernière lumière de guidage. Je savais qu'il y en avait d'autres, juste hors de vue, mais imaginer que tout cela s'étendait sur près de 5 kilomètres de fond marin, c'était tout simplement inimaginable. J'étais frappé de stupeur, mon équipe aussi, mais je secouai la tête pour reprendre mes esprits.
Nous avions un travail à accomplir aujourd'hui, et seulement 9 ou 10 heures d'oxygène pour le faire. Je me suis retourné vers mon équipe et leur ai attribué leurs tâches du jour. Nous allions tous travailler ensemble dans un premier temps, afin d'installer des projecteurs tout autour et à l'intérieur de la zone centrale du site, pour pouvoir voir correctement ce que nous faisions. Une fois cela terminé, Alten et Carpenter commenceraient leur mission de cartographie, à l'aide d'une version télécommandée du sonar à balayage latéral, qui produirait une carte en 3 dimensions du site entier, carte qui serait ensuite transmise à la base pour que nous puissions l'étudier en fin de journée. Pendant ce temps, les 5 autres, moi compris, formeraient des binômes pour effectuer un premier balayage du site, en filmant et prenant des photos pour la documentation. Les autres tâches, comme tenter de dater les ruines, seraient réalisées un autre jour. Une fois mes consignes données, accompagnées d'un rappel sur la sécurité et la vigilance, nous avons commencé le travail. À 7, en travaillant de concert, nous avons installé les projecteurs en moins de 2 heures et demie. Une fois terminé, les ténèbres s'étaient envolées, et l'océan avait été forcé de révéler ce qu'il avait gardé caché pendant si longtemps. C'était tout simplement incroyable. Malgré tout ce temps, malgré les courants marins et la pression écrasante, presque tous les piliers étaient restés intacts, à l'exception de quelques-uns qui s'étaient effondrés en tas de pierres. Alten et Carpenter avaient déjà commencé leur cartographie. On pouvait entendre distinctement le bourdonnement du capteur alors qu'il serpentait entre les structures antiques. De temps à autre, on apercevait le petit engin jaune passer lentement au-dessus de nos têtes, pendant qu'eux plaisantaient et pariaient sur le résultat d'un match de baseball qu'ils allèrent manquer. Pendant ce temps, nous avions formé nos duos et avancions lentement entre les rangées de piliers vers le centre circulaire. J'avais choisi Figueroa comme partenaire. Non seulement nous avions noué la meilleure entente de tout le groupe, mais selon moi, elle était aussi la plus calme, lucide et observatrice de l'équipe. Nous avons chacun pris un côté, photographiant et filmant les piliers tous les quelques mètres, nous rapprochant peu à peu du point de convergence, tout en maintenant une communication radio constante entre nous et les autres équipes. À mi-chemin, elle m'appela sur son canal. « Regarde ça, Windows. » Elle utilisa la pince de sa combinaison pour gratter doucement la boue sur un pilier. Au début, je ne distinguais rien, mais bientôt, je compris ce qu'elle avait repéré. Il y avait des images profondément gravées dans la pierre. Certaines représentaient des scènes, d'autres ce qui semblait être des hiéroglyphes ou une langue ancienne que je ne pouvais pas déchiffrer. Je n'en avais pas besoin. Les images suffisaient. Sur la petite portion de pierre dégagée apparaissait une créature, monstrueuse, d'une taille colossale, avec une tête d'anguille-loup, un immense œil noir fixant directement le spectateur, et un corps presque humanoïde, recouvert d'écailles sombres. Elle tendait ses mains palmées et griffues vers la surface, vers ce qui ressemblait à une pirogue tribale, dont les occupants reculaient, figés par la terreur. Autour de son torse nageaient des créatures plus petites, probablement ses sbires. Elles aussi avaient des formes humanoïdes, mais avec des têtes de poissons vipères, leurs gueules gigantesques et hérissées de crocs ouvertes, prêtes à dévorer ceux qui auraient échappé au monstre principal. Je raclai davantage l'algue recouvrant la scène suivante, et je frémis. La créature avait entraîné tout le bateau au fond de l'océan, et elle torturait lentement ses victimes, en train de se noyer. Des membres avaient été arrachés, et un rictus cruel, presque jubilatoire, s'étalait sur ses traits inhumains. Les créatures secondaires déchiquetaient le reste de l'équipage, et la gravure était si détaillée qu'on distinguait chaque expression de terreur et de souffrance gravée à jamais sur chaque visage. « Mon Dieu !» souffla Figueroa à côté de moi. Je secouai la tête. « Je suis autant un homme de science qu'on peut l'être, Lisa. Mais ça... » Je fermai les yeux. Ces images s'étaient imprimées sur mes paupières. Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus éloigné de Dieu. Je rouvris les yeux, pris mon appareil et pris quelques clichés des gravures, puis me détournai, avec une envie presque viscérale de m'éloigner de cette civilisation ancienne qui avait imaginé un tel cauchemar. « Allez, continuons. Allons au centre et terminons notre travail du jour. » Le centre circulaire était absolument gigantesque. On l'estimait à près de 2,5 km de diamètre,
de l'extrémité d'une rangée de piliers à l'autre. De temps à autre, on apercevait de petites structures, hautes jusqu'à la poitrine, réparties à intervalles irréguliers, mais dans l'ensemble, la zone était plane. Une spirale étrange avait été creusée dans la pierre lisse, suffisamment profondément pour que son tracé soit encore visible, malgré les siècles de boue et de dépôts qui la recouvraient. Quand on posait le pied dessus, on sentait les creux, même à travers la combinaison. Nous nous sommes dispersés à environ 1,50 m les uns des autres et avons traversé lentement la place. Nous étions à mi-chemin quand j'entendis Nodding pousser un cri de surprise, suivi de jurons. « Tout le monde, arrêtez !» lançai-je. « Nodding, tout va bien ?» « Ouais, ça va. » grommela-t-il. Mais j'avais besoin de plus de détails. Une erreur en plongée profonde pouvait coûter la vie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Un silence de quelques secondes. Puis... Une putain d'anguille gobeuse est sortie de nulle part, fonçant droit sur moi. Elle m'a surpris et j'ai trébuché contre une formation rocheuse. La combinaison n'a rien. J'ai vérifié. Je poussai un soupir de soulagement, tandis que le reste de l'équipe éclatait de rire. Quoi, t'as cru qu'elle allait t'avaler tout entier? Lança Brockman sur un ton chantonnant. Tout le monde riait plus fort, moi y compris, même Nodding. Cela détendit l'atmosphère qui s'était brièvement figée. Même à 5 mètres, je pouvais voir l'expression penaude qu'il arborait derrière sa visière. « J'ai juste été vachement surpris, c'est tout. » dit-il. Il soupira. « Je dois l'admettre, Windows, désolé, mais en reculant, j'ai fait tomber une structure. » Je me frayais un chemin parmi les autres pour inspecter les dégâts. Il avait raison. Un petit pilier avait été renversé. Il était maintenant couché sur le flanc, enveloppé d'un nuage de boue. Mais il semblait intact. C'est bon, Nodding. Il ne s'est pas cassé, juste tombé. Tu échappes aux foudres de Carothers et des miennes. Il poussa un soupir de soulagement, puis regarda ses jauges internes. Merci, mon Dieu. Bon. Il nous reste 2 heures d'oxygène, chef. On finit de balayer la zone et on rentre à la base. Mais je ne répondis pas immédiatement. Je fixai l'endroit où le pilier avait été arraché. Il y avait une ouverture, un rectangle d'environ 1 mètre de large. Mais elle ne semblait pas n'être qu'une cavité superficielle. Le noir à l'intérieur semblait plus profond, comme si un espace bien plus grand, bien plus vaste, se trouvait en dessous. Je ressentis à nouveau cette étrange sensation dans mon crâne, mais plus forte cette fois. Et pendant une fraction de seconde, j'eus envie de plonger mon regard dans cette ouverture, de m'y glisser, comme si quelque chose s'était accroché à mon esprit et me tirait vers l'intérieur. Je fus tiré de cette transe par Brockman, qui m'appelait. « Windows ?» dit-elle prudemment. Je levai les yeux. Tous me fixaient, l'air confus et perplexe. Je secouai la tête, chassant les derniers restes de cette pensée folle. Oui, t'as raison, Nodding. Finissons cette zone et rentrons pour aujourd'hui. Les 3 semaines suivantes se déroulèrent sans le moindre incident, tant pour mon équipe que pour celle de David. Nous progressions très bien sur nos sites respectifs, cataloguant et documentant tout avec précision. Le sentiment que j'avais ressenti lors de la première plongée ne s'était plus manifesté depuis, et je me sentais à nouveau moi-même, plus avide que jamais d'en apprendre davantage sur ces ruines. L'équipe de surface nous avait contactés il y a 2 jours pour nous prévenir que la tempête était presque sur nous et qu'ils allaient devoir se replier jusqu'à ce qu'elle passe ou se dissipe. Ils nous avaient toutefois autorisés à ramener quelques fragments du site pour les étudier plus en détail. Nous avions donc soigneusement sélectionné 3 petits éléments que nous avions fait remonter jusqu'à la base à l'aide de sacs de levage commerciaux. Une fois à l'intérieur, ils furent tous transférés au laboratoire, nettoyés et examinés. On y retrouva de nouvelles gravures, représentant la même créature monstrueuse que celle que j'avais vue la première fois, accompagnée de ce que nous pensions être une très ancienne langue. À l'aide d'un scanner spécialisé, nous avions numérisé les inscriptions et lancé un programme de traduction automatique en anglais. Cela faisait presque 3 jours qu'il tournait, sans aucun résultat. En attendant, nous étions repartis pour documenter les abords extérieurs du site, ce que nous pensions être l'un de nos derniers balayages initiaux. Nous avions une fois de plus formé des équipes de 2, réparties tous les 30 mètres environ. Cette fois,
J'étais en binôme avec Carpenter, qui s'était porté volontaire pour m'aider à photographier et filmer l'extrémité d'une rangée de piliers. Nous avions accompli environ la moitié de notre tâche lorsque j'aperçus une lueur rouge métallique reflétant la lumière la plus proche. Je tournai la tête et sentis ma mâchoire se décrocher. C'est quoi ce putain de bordel? Je fixais un tricycle. Un foutu tricycle rouge pour enfants, parfaitement debout, posé là, à moins de 6 mètres de moi. La confusion s'empare de mon esprit. Comment ça a pu arriver ici? J'essayais de raisonner, de trouver une explication logique. Il avait pu tomber du pont d'un bateau qui passait au-dessus. Peut-être. Mais deux choses n'allaient pas. Premièrement, il semblait tout neuf. La peinture était intacte, sans la moindre trace de rouille. Et surtout, aucune trace d'algues ou de dépôt. Deuxièmement, il me rendait nerveux. Ce tricycle. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Mais j'avais cette sensation qu'il m'était familier, comme si je l'avais déjà vu quelque part. Essayant de chasser ce malaise, je me tournai vers Carpenter. « Hey Sean, tu peux venir voir ça? Je viens de trouver un putain de tricycle là, au fond. » Je m'interrompis. Il avait disparu, évaporé, littéralement. Disparu dans l'eau comme s'il n'avait jamais été là. Je clignais plusieurs fois des yeux, tentant de me convaincre que je venais de rêver. Qu'est-ce que... Je secouai la tête violemment, puis baissai les yeux vers mes jauges, soudain inquiet. Est-ce que je développe une nouvelle norme? La narcose à l'azote est un trouble temporaire, mais potentiellement dangereux à ses profondeurs, provoqué par l'effet anesthésiant des gaz sous haute pression. Elle peut provoquer des hallucinations visuelles et auditives. Pour l'éviter, nous utilisions un mélange d'oxygène et d'hélium. Mais à une profondeur aussi extrême, encore jamais testée avec ce type de combinaison, je me demandais si ce mélange était suffisant. « T'as dit quelque chose, chef ?» demanda Carpenter dans mon oreillette. Toujours en train de réfléchir à tout ça, je choisis de ne pas lui parler de ce que je venais de voir. Pas encore. « Non, rien, » répondis-je. Je restais là, 1 minute de plus, à scruter les ténèbres, essayant de démêler ce puzzle mental. Devions-nous rentrer, au cas où mes doutes étaient fondés? Mieux valait prévenir que guérir. « Hey Sean, allons chercher les autres et retournons à la base. Quelque chose cloche ici. » Pas de réponse. Je me tournais, mon inquiétude se muant en une pointe d'agacement. « Tu m'as entendu, mec ?» Carpenter avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace de lui. Rien, à part son sac de matériel posé là où il l'avait laissé. Putain de merde. Je regardais dans la direction des colonnes, espérant distinguer la silhouette orangée de sa combinaison ou le faisceau de ses lampes. Rien. Où avait-il pu aller? Il n'aurait jamais pu s'éclipser sans bruit. Les propulseurs faisaient trop de bruit. Et à moins d'avoir maîtrisé la course en apesanteur dans une combinaison de 400 kg, il n'aurait pas pu s'éloigner à pied sans qu'on l'entende. La confusion fit place à l'angoisse. Je levai les yeux vers l'équipe la plus proche, Figueroa et Brockman. « Eh » dis-je, la voix tremblante. « Vous avez vu Carpenter passer près de vous ?» Ils me regardèrent, surpris. « Non, il n'est pas avec toi ?» Je ne répondis pas. La peur commençait à s'installer, sourde et poisseuse. Je tentais de garder mon calme. Toute mon équipe comptait sur moi pour les ramener sains et saufs. Mais dans ma tête, une image s'imposa. Un tableau accroché dans mon salon depuis 3 ans. Un plongeur des années 1900, casque illuminé, se tenant au fond de l'eau, alors qu'une dizaine de tentacules géants s'approchaient lentement par derrière, prêtes à l'enlacer et l'entraîner dans une tombe aqueuse. Je me retournai brusquement, fixant l'obscurité dans mon dos, m'attendant presque à voir cette vision. Mais il n'y avait rien, rien d'autre que le noir. À ce moment-là, j'entendis les autres membres de l'équipe s'agiter sur les communications. Ils avaient entendu mon appel et tentaient, tous en même temps, de contacter Carpenter. En vain. Car Ruders essayait lui aussi de comprendre ce qu'il se passait à travers le vacarme. La panique venait de s'abattre sur nous comme une vague. Rassemblant toute ma force mentale, je criais dans mon micro. « Taisez-vous !» Le silence fut immédiat. Je racontai alors calmement à Carruthers ce qui s'était passé et lui demandai quelle était la marche à suivre
sachant qu'il nous restait à peine 1h15 d'oxygène. Il se tut un instant, puis donna son ordre. Cherchez Carpenter pendant 15 minutes, pas une de plus, puis retour immédiat à la base. Bien reçu, répondis-je, et j'ordonnai à toute l'équipe de me rejoindre. Ensemble, nous avons fouillé les ruines pendant ces 15 minutes, appelant Carpenter, scannant chaque recoin, mais nous n'avons rien trouvé. Rien. Comme s'il avait été effacé de la réalité. Un étau me broyait la poitrine. Une peur sourde et viscérale coulait dans mes veines. Et à la 15e minute, je donnai l'ordre du repli, en insistant pour que nous restions groupés. Alors que nous longions la corde guide pour retourner à la base, je jurerais que les ténèbres, repoussées jusqu'alors par la lumière, semblaient se rapprocher, lentement, comme si elles testaient nos défenses. Avant de retranscrire ces dernières pages, je dois dire une chose. Ceci sera mon tout dernier post concernant la bouée et les pages elles-mêmes. Je ne pensais pas que quelqu'un découvrirait ce que je faisais aussi vite. Mais ce matin, on a frappé à ma porte. En ouvrant, je suis tombé face à l'un des hommes qui s'était présenté au quai, le jour où la marine avait récupéré la bouée. Il a dit être là uniquement pour poser quelques questions de suivi, comme notre position exacte au moment de la récupération, l'état des marées, ce genre de choses. Je savais que c'était des conneries. C'est le genre d'infos qu'il aurait pu obtenir directement du capitaine. Et lui savait que je le savais. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me menacer, à peine voilé. Il a parlé de prison, et de choses bien pires, pour avoir divulgué, selon ses termes, des documents confidentiels, avant de repartir. Je suis en train de faire ma valise. J'ai laissé un message à mon agent immobilier pour qu'elle mette ma maison en vente, et un autre à mon capitaine, pour lui dire que je ne reviendrai plus. Je ne vais pas rester ici. Dès que j'aurai posté ceci, je vais prendre mon camion et rouler. Loin. Je vais disparaître, et quelque part, au milieu de nulle part, je vais brûler les copies des pages que j'ai. De toute façon, je ne pense pas que je pourrai un jour me réveiller et regarder l'océan à nouveau. Voici les dernières pages. Lorsque nous sommes revenus à la base, le chaos y était encore plus grand que lorsque nous étions partis. En sortant du sas, Figueroa et King soutenaient Brockman, qui pleurait de manière hystérique. Je pouvais entendre des cris confus et furieux provenant de la salle des opérations. Après avoir demandé à ce qu'on conduise Brockman à l'infirmerie pour qu'on l'examine, je quittai mon équipe pour me diriger vers l'écoutille entr'ouverte d'où provenait le vacarme. En poussant la porte, je vis David à quelques centimètres du visage de Carruthers, le sien déformé par la panique et la rage. « Qu'est-ce qui se passe là dehors » hurla-t-il presque. Je me précipitai entre eux pour éviter que mon vieil ami ne perde le contrôle et frappe notre commandant. Je les séparai et tournai la tête vers chacun. « Hé, du calme! Que se passe-t-il au nom de Dieu ?» David me regarda, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Cela me glaça. Un mélange de peur pure, animale, et de colère défensive. Il recommença à crier, mais je le saisis par les épaules. « Calme-toi, Dave. Hurler ne servira à rien. Respire profondément, et dis-moi ce qui s'est passé. » Il se plia presque en deux pour reprendre son souffle, puis se redressa et me raconta. 3 des 6 membres de son équipe avaient disparu. Ils exploraient l'épave lorsqu'ils ont découvert une énorme fissure dans la coque, comme si le navire s'était fracassé contre un récif. Ils étaient en train de documenter ce qui semblait être la cause du naufrage, lorsqu'un puissant courant les a saisis, lui et 3 autres, les projetant à plus de 10 mètres de là. Le plancher marin avait été soulevé, rendant la visibilité extrêmement mauvaise. En regagnant l'épave, les 3 autres avaient disparu. Aucune trace, exactement comme pour Carpenter. Je me tournai vers Carruthers et lui demandai s'il y avait quoi que ce soit, n'importe quoi, qu'il savait au sujet des 2 sites et qu'il nous aurait cachés. Il affirma qu'il ne nous dissimulait rien. Trop épuisé pour insister, je me retournai vers David et lui dis d'une voix aussi calme que possible qu'il était inutile de gaspiller notre énergie en colère, que nous devions rester lucides, pour nous-mêmes et pour le reste de l'équipage. Il me fixa longuement, puis hocha la tête, avant de quitter la pièce. Avec la situation désamorcée, je me tournai de nouveau vers Carruthers. Est-ce que la tempête s'est dissipée? Est-ce qu'on a repris contact avec la surface?
Il se frotta les yeux. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 20 minutes. Non. Dit-il d'une voix lasse. La tempête était encore juste au-dessus de nous, et bien qu'il ait essayé la radio longue portée d'urgence, il n'avait reçu aucune réponse. Tant qu'elle ne passerait pas, nous étions complètement coupés du monde. Je me frottais moi aussi les yeux, puis lui dis que, tant que les communications ne seraient pas rétablies, il serait plus sûr que plus personne ne sorte de la base. Il acquiesça, puis s'effondra dans son fauteuil, écrasé par le poids qui pesait désormais sur ses épaules. Je le laissai seul, non sans me retourner une dernière fois. Malgré ma propre peur et mon chagrin, je ne pus m'empêcher d'éprouver de la compassion pour lui. C'était lui qui porterait tout le blâme. En tant que commandant de cette station, tout retomberait sur lui. Je secouai la tête, refermai l'écoutille et me précipitai vers l'infirmerie pour voir Brockman. Heureusement, elle avait simplement subi une crise émotionnelle mineure et on lui avait administré un sédatif léger pour l'aider à dormir. Le reste des équipes reçut l'ordre d'aller se reposer et un à un, ils quittèrent l'infirmerie, les traits ravagés par l'anxiété et la peur. Je les laissai partir, puis décidai qu'il valait mieux parler à la médecin en chef de ce que j'avais vu dehors. Je l'appelai à l'écart et lui décrivis en détail les circonstances de la disparition de Carpenter, ainsi que les pensées qui m'avaient traversé l'esprit. Elle m'écouta attentivement, puis me félicita pour mon sang-froid. Elle admit que j'avais probablement subi un début de narcose à l'azote et me préleva 2 échantillons de sang pour confirmer l'hypothèse. Avant de partir, elle m'informa que l'ordinateur du labo de recherche avait émis un bip. Une première traduction partielle venait d'aboutir. Je la remerciai, puis me rendis au labo avant d'aller me reposer. J'entrai dans la pièce faiblement éclairée, m'approchai de l'ordinateur et bougeai la souris. L'écran s'alluma dans un halo de lumière. Une seule traduction s'affichait en grandes lettres noires. « Fuyez ». Je me tournai pour partir quand une voix me fit presque sursauter de peur. Desmond. Je me retournai brusquement. C'était Figueroa, assise à la table d'examen, l'une des pierres gravées posées devant elle. « Bordel, Lisa. Tu veux ma mort ?» râlai-je en posant une main contre le mur pour me calmer. Elle m'offrit un petit sourire crispé. « Désolée, je croyais que tu m'avais vu. » Je levai une main pour dire que ce n'était rien. « Qu'est-ce que tu fais encore debout ? Tu devrais essayer de dormir, comme les autres. » Elle me fit signe de la rejoindre et je m'approchai. « Mon esprit tourne encore trop vite pour que je puisse dormir, du moins pour l'instant. » dit-elle. « Regarde cette gravure. » Je mis des gants stériles et tirai doucement la pierre vers moi. « C'est celle qu'ils essayent de traduire ?»« Non, pas celle-là. » répondit-elle. « Celle-là est là-bas. » Elle désigna une grande machine noire derrière l'ordinateur, qui bourdonnait doucement. Puis elle continua. « Tu te souviens du grand monstre et de ses sbires? Ceux qu'on a vus sur plusieurs gravures? Regarde ici. » Elle montra une scène représentant ce qui semblait être une bataille sous-marine entre ces créatures et d'autres entités. « On dirait qu'ils étaient engagés dans une sorte de siège, ici, contre ces êtres-là. » Je regardais de plus près. Le grand monstre à tête d'anguille se dressait derrière ses sbires, tendant une main griffue comme un général menant ses troupes. En face, se tenaient des créatures qu'on pourrait presque qualifier de sirènes, de forme humanoïde, plus proches de l'humain que leurs ennemis, mais tout de même marquées par des traits marins, grands yeux, bouche pleine de dents pointues. Derrière elles se tenait leur chef, aussi grand que le monstre anguille. Mais la différence majeure, c'était 2 gigantesques défenses sortant de sa bouche, et un seul œil énorme au milieu de son visage. Je levai les yeux vers Figueroa. « Tu sais qui a gagné cette bataille ?» Elle secoua la tête. « Non, mais regarde ici. » Elle désigna un symbole, semblable à la spirale intérieure d'un coquillage nautile, gravé sur la poitrine du chef à défense. « J'ai vu ce symbole sur beaucoup de ruines qu'on a étudiées. Cela suggère que ces ruines sont à eux, ou du moins à ceux qui les vénéraient, pas à... » Elle désigna la créature à tête d'anguille. Je passai mes doigts sur la gravure, absorbant chaque détail. Intéressant. Il faudra comparer ça avec les civilisations anciennes connues de la région, voir s'il existe des correspondances mythologiques. Je me levai, prêt à partir, mais elle me retint doucement par le poignet. «
Ce n'est pas tout. dit-elle à voix basse, avant de faire pivoter la pierre pour en révéler l'autre face. Après quelques secondes de silence, mes yeux s'écarquillèrent. Je relevai brusquement la tête vers elle. Elle hocha lentement la tête. Ma voix trembla, chose rare chez moi. Comment? Est-ce que c'est possible? Sur cette face de la pierre, qui semblait d'ailleurs en bien meilleur état, presque comme si elle était plus récente, on voyait une gravure représentant ce qui semblait être le monstre à tête d'anguille, en train de faire couler un cuirassé, tandis que la créature à défense tentait de l'en empêcher. Un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, il ressemblait presque parfaitement à l'épave que l'équipe de David avait découverte et explorait. Les sbires des deux chefs grouillaient autour d'eux. Les créatures à tête de poisson vipère essayaient de déchiqueter et dévorer les marins en train de se noyer, tandis que les créatures, semblables à des sirènes, tentaient de les sauver. « Lisa, comment est-ce possible ?» demandai-je à voix basse. Elle secoua doucement la tête. « Je ne sais pas, » répondit-elle tout aussi doucement. Je soutins son regard un moment, puis retirai mes gants et contournai la table. Je pris une grande inspiration, puis parlai par-dessus mon épaule. « Tu devrais essayer de dormir un peu. »« Je vais le faire, » dit-elle. « Bientôt. » Alors que je m'apprêtais à sortir, je me retournai pour lui poser une dernière question. Si cette scène gravée est la plus récente, alors, qu'est-il arrivé à ceux qui, à première vue, représentèrent le camp du bien dans ces batailles? Figueroa leva les yeux de la pierre et me répondit simplement mais sérieusement. Peut-être qu'ils ont perdu. Tentant d'ignorer la sensation croissante d'avoir des insectes rampant sous ma peau, je secouai la tête et quittai le laboratoire pour ma cabine. Je ne pourrais pas comprendre pleinement le message tant que le reste n'aurait pas été déchiffré et traduit. Jusque-là, je ne faisais que courir après des ombres et me terrifier moi-même. Il en allait de même pour les gravures. En entrant dans ma cabine, une pensée fulgurante me traversa l'esprit. Je me rappelais pourquoi ce tricycle que j'avais cru voir me paraissait si familier. Il ressemblait presque exactement à celui sur lequel je jouais dans le jardin de mes parents, quand j'étais enfant. Si je ne me connaissais pas mieux que ça. Non, stop Desmond. Ce n'est pas possible. Les choses ne sortent pas tout droit de ton esprit pour se matérialiser dans le monde réel. Allongé sur ma couchette, je jetai un œil à la photo sur la table. J'étendis la main et caressai doucement la joue sur le cliché. « Jackie, s'il te plaît, où que tu sois, aide-moi à traverser ça. » Je murmurais ces mots, me retournai et tirai le drap fin sur mes épaules. Je fermai les yeux et finis par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars où Carpenter et les 3 membres de l'équipe de David hurlaient dans le vide, comme s'ils étaient écorchés, déchiquetés et dévorés vivants. Desmond. Je me retournai dans ma couchette, luttant contre le réveil. « Desmond, mon chéri !» Je sortis à moitié du sommeil. « Ouais, Jackie. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» marmonnai-je en essayant de me remettre à l'aise. Ce lit était vraiment foutu. Il fallait qu'on en change. On aurait dit qu'il y avait du métal dessous. Je me redressai d'un coup comme si j'avais reçu une décharge électrique. La réalité me frappa comme un train. Je n'étais pas dans mon lit, chez moi, à Coos Bay. J'étais à près de 1500 mètres sous la mer. Et Jackie n'était nulle part. Elle n'était plus nulle part depuis 4 ans. Je me mis à haleter, ma respiration déchirant mes poumons. La sueur froide ruisselait sur mon corps. Tu ne l'as pas vraiment entendu. C'était un rêve. C'était juste un rêve. Je me le répétais en boucle, espérant que cette pensée s'imprime. Après 1 minute ou 2, j'y crus enfin un peu. Et je me forçais à me recoucher. Je me tournai sur le côté, mes paupières lourdes commençant à retomber, quand un hurlement perçant retentit soudain dans le couloir. Mon cerveau réagit plus vite que mon corps. Je bondis hors du lit, mais trébuchai aussitôt sur le drap enroulé autour de mes jambes. Je me cognai la tête contre le sol grillagé, gémissant, avant de me relever et courir hors de ma cabine. Les écoutilles des autres cabines étaient ouvertes. Des visages effrayés se penchèrent dans le couloir. Tous sauf un. Je courus jusqu'à la porte à demi fermée de Brockman et l'ouvris brutalement. Elle était recroquevillée dans un coin de son lit, contre le mur, tremblante, les genoux collés à sa poitrine,
la tête enfouie. Je m'approchai lentement et m'agenouillai devant elle. « Brockman ?» Pas de réponse. « Tish ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Un murmure étouffé s'échappa d'entre ses genoux, mais je ne pus l'entendre. « Quoi ?» répétai-je. Elle leva légèrement la tête. Pas assez pour croiser mon regard. Et cette fois, je compris ses mots, malgré le mucus qui coulait librement de son nez, rendant sa voix humide, presque gargouillante. Je l'ai entendu. Un frisson me parcourut l'échine, sans savoir pourquoi. « Tu l'as entendu ? Qui ça ? Qui est-ce que tu as entendu ?» Elle leva la tête complètement. Et là, je vis une terreur pétrifiante remplacer l'expression joyeuse que j'avais appris à connaître. Sa voix tremblait violemment. J'ai entendu Sean appeler mon nom dans le noir, me demander pourquoi on l'avait laissé là. Il a dit... Elle étouffa un sanglot, puis termina sa phrase, dans un cri strident. Il a dit que ce qui lui était arrivé n'était rien comparé à ce qui nous attend, que nous finirions tous par mourir ici, dans cette base, en hurlant dans le noir. Je restai figé, choqué, attristé. Elle était en train de perdre pied, complètement. La perte de son ami l'avait brisée. Elle commençait à entendre des voix. Je parlais d'une voix aussi douce que possible, posant ma main sur son épaule. Elle sursauta, mais ne recula pas. « Tish, ça va aller. Plus personne ne va mourir ici. Dès que la tempête se calme, on remonte tous ensemble. Tu n'as pas entendu Sean. C'est ton esprit, traumatisé par sa disparition. Tout ira bien. » Elle leva à nouveau la tête vers moi. Et ce que je vis me glaça. Elle ne semblait plus effrayée. Son visage était changé. Un sourire lent et dérangeant se dessina sur ses lèvres. Pas un sourire heureux. Un sourire dément. Un rire étouffé s'échappa de sa gorge, et ses yeux me transpercèrent. Ce n'est pas tout ce qu'il m'a dit. Il a dit que toi, Desmond, tu as une destinée bien pire que la nôtre. Il a dit que ça s'intéressait à toi. Parce que t'es intelligent, forte à l'intérieur. Elle rit à nouveau. Ça va prendre son temps avec toi, Desmond. Tu seras le dernier. Et tu hurleras plus longtemps, plus fort que nous tous. Et elle s'évanouit. Je me relevai lentement, reculant de la forme inerte sur le lit. Je savais qu'elle délirait, que son esprit brisé avait inventé ces mots. Et pourtant, je sentais un froid implacable grimper le long de ma colonne. Ces paroles avaient contourné ma raison. Elles tournaient en boucle dans ma tête. Je sortis de la cabine, laissant l'équipe médicale prendre soin d'elle. Les autres membres m'attendaient dans le couloir, tous les regards tournés vers moi. Certains avaient l'air perdus, d'autres terrifiés. Figueroa croisa mon regard. Je hochai la tête, tâchant de contenir le tremblement dans ma voix. « C'est terminé. Essayons de dormir un peu. On en a besoin. » Je regagnai ma cabine, la voix de Brockman résonnant dans ma tête. « Tu hurleras plus longtemps, et plus fort, que nous tous. » Je me couchai, fermai les yeux, tentant d'ignorer la voix de ma femme morte qui m'appelait dans mon subconscient. « Desmond, non, je t'écoute pas. Tu n'es pas réel. » « Desmond, toujours pas. » Desmond! Je sursautai dans ma couchette. Cette fois, la voix était réelle, une voix d'un membre de l'équipe. Desmond, réveille-toi et viens voir. Je bondis hors du lit, cette fois sans trébucher sur les draps, et courus pieds nus dans le couloir. Je reconnus la voix. King. Elle venait de la salle d'opération. Je fonçai par l'écoutille ouverte et le trouvai debout devant le mur de moniteur, montrant les images des caméras extérieures de la base. Je m'approchai, et mon souffle fut arraché de mes poumons comme un couteau dans la poitrine. Sur l'écran de la caméra orientée vers l'extérieur du sas, il y avait une image impossible. « Dis-moi que tu vois ça toi aussi, Windows. » dit King, la voix tremblante. Je ne pus qu'acquiescer. Il y avait un plongeur dehors. De dos. Mais on voyait clairement que c'était l'une de nos combinaisons. Je lui demandai de zoomer sur la base du propulseur dorsal. Chaque combinaison portait le nom de son utilisateur. Quand les lettres devinrent nettes, nous poussâmes un énorme gaspement. « C'est Carpenter. » murmura King.
Je clignais des yeux encore et encore, espérant que les lettres changeraient, mais elles restaient identiques. « Ah, c'est pas possible, putain !» murmurai-je. Il aurait épuisé son oxygène depuis plus de 10 heures. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il soit encore en vie. King me regarda, les yeux remplis d'incompréhension, tentant lui aussi de donner un sens à ce que nous voyions. Alors comment son corps aurait-il pu revenir ici, bordel? Je n'avais aucune réponse. Même si j'avais voulu en donner une, j'en étais incapable. Caruthers, Figueroa et Nodding avaient dû entendre les cris de King, car ils entrèrent dans la salle, Figueroa se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, à moitié endormie. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» commença Nodding. Mais il s'interrompit brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit l'écran. « Carpenter ?» souffla-t-il. Caruthers s'interposa rapidement entre moi et King. Il n'aurait jamais pu survivre aussi longtemps, là dehors, pas vrai? Me demanda-t-il à voix basse. Je secouai la tête, presque imperceptiblement, juste assez pour qu'il le remarque. Il fixa de nouveau l'écran, puis se tourna vers les autres. Les gars, je suis désolé d'être celui qui doit le dire, mais... Il fut interrompu par Figueroa, qui pointait l'écran derrière nous. « Oh mon Dieu, il est vivant !» cria-t-elle. Nous nous retournâmes tous vers l'écran, mais la combinaison était exactement au même endroit que lorsque je l'avais vue la première fois. « Lisa !» commençai-je doucement, mais Nodding me coupa. « Non, elle a raison, j'ai vu le bras de la combinaison bouger. Il est vivant. » Caruthers, King et moi essayâmes de les faire taire, mais nous pouvions déjà entendre le reste de l'équipage courir dans le couloir. Soudain, Nodding se transforma en un éclair, courant vers l'écoutille, puis vers le sas. « Il est vivant, bordel !» hurla-t-il. « Je vais pas le laisser crever là dehors. » Caruthers courut après lui. Nodding essayait de fermer l'écoutille quand Caruthers saisit la poignée. « Evan, ne fais pas le con !» cria-t-il. Mais la trappe tourna d'un coup, heurtant Caruthers à la tête et le projetant au sol, inconscient. Figueroa et moi nous précipitâmes vers lui. Du sang s'échappait d'une entaille fraîche juste sous la racine de ses cheveux. L'un des médecins passa la tête dans l'ouverture. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, bordel ?» Je relevai brusquement la tête du corps, à moitié conscient de Caruthers. « Arrêtez-le par pitié !» hurlai-je. Tout le monde se retourna, mais il était trop tard. J'entendis la porte du sas se fermer et se verrouiller de l'intérieur. Je me ruai sur la trappe, regardant par le petit hublot. Nodding avait déjà enfilé sa combinaison et la scellait. Je frappai la porte de métal de toutes mes forces. Carpenter est morte, espèce d'idiot. Mais soit il ne m'entendait pas à travers l'épaisseur, soit il m'ignorait volontairement. Je le vis appuyé sur l'interrupteur manuel de mise en eau. Le son de l'eau remplissant la chambre résonna dans mes oreilles. Je criais la même phrase, encore et encore, espérant que cela le ferait réfléchir. Mais ça ne changea rien. Il abaissa les leviers, tourna la poignée de la trappe et se lança hors du sas. Je courus jusqu'à la salle d'observation, bousculant presque les moniteurs, et cherchai frénétiquement la caméra connectée à sa combinaison. Je la trouvai enfin dans le coin inférieur droit. Il était désormais au fond, avançant par courtes poussées vers la silhouette immobile de la combinaison. Je trouvai le bouton d'ouverture des communications, l'enfonçai d'un coup et serrai le micro entre mes mains tremblantes. « Evan, écoute-moi, je t'en prie. Rentre au sas. »« Non, Desmond. Il est vivant, » répondit-il dans un souffle parasité. « Evan, fais appel à ta raison. Carpenter est là depuis plus de 14 heures. Il n'avait de l'air que pour 8. Il ne peut pas être vivant. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a dans cette combinaison. » Mais il n'écoutait pas. Je l'entendis appeler à travers le canal ouvert. « Sean? Mon pote ?» La forme immobile, à moins de 3 mètres devant lui, ne répondit pas. « Sean? Mon Dieu, tu es revenu, » continua-t-il. « Je suis désolé de t'avoir laissé là. On ne t'a pas retrouvé. Allez, tourne-toi. Rentre avec moi. On va t'aider à aller mieux. » Toujours rien. Silence total. Mais Nodding continua, comme s'il entendait une réponse. « Pourquoi tu ne peux pas te retourner ?» Mon front se plissa.
Je sentis le même frisson me parcourir que lors des paroles insensées de Brockman. Je détournai les yeux de l'écran et vis le même malaise gravé sur les visages des autres. La voix d'Evan revint. « J'aurais dû y penser. T'es sûrement gelé. Bien sûr que je vais t'aider à te retourner. » Il était maintenant juste derrière la combinaison. Je le vis tendre sa pince pour saisir le câble de l'épaule. Et à ce moment-là, je vis quelque chose d'autre. Quelque chose qui gela mon sang et faillit me faire perdre l'esprit. Une main pâle, palmée et griffue était posée sur le flanc de la combinaison, juste sous la taille, comme si quelque chose la maintenait en place. Je me ruai sur le micro pour hurler à Nodding de ne pas la toucher. Mais c'était déjà trop tard. Il attrapa le câble et commença à faire pivoter la combinaison vers lui. Juste avant que le devant n'apparaisse à l'écran, la caméra coupa. Un instant plus tard, toutes les caméras orientées vers le côté et de la base s'éteignirent aussi. Il y eut un silence de mort dans la pièce. Nous fixions les écrans emplis de parasites. Puis ce silence fut brisé. Un hurlement s'échappa des haut-parleurs. Nodding hurlait, le même cri aigu, presque féminin, qu'il avait poussé quand Figueroa avait glissé une anguille en plastique dans son lit. Sauf que là, ce cri n'avait rien de drôle. Il ne faiblissait jamais. Il ne reprenait pas son souffle. C'était un cri continu, ininterrompu, rempli de douleur et de terreur pure, comme je n'en avais jamais entendu. Il était si fort qu'il masquait presque tout le reste. Presque. Car il y avait autre chose, en arrière-plan. Un son à peine audible. Mais il me cloua sur place et vida mon visage de toutes couleurs. Le son d'une combinaison en train d'être déchirée. Puis, le son de chair arrachée des os. Enfin, le vacarme de l'océan s'engouffrant dans la combinaison. Le cri de Nodding se mua en gargouillis étouffé. Puis, plus rien. Le sel de l'eau court-circuita la radio, et les haut-parleurs ne diffusèrent plus que du silence statique. Je restais figé, tous les poils de mon corps dressés, mon cerveau incapable d'assimiler ce que je venais de voir. Je me tournais lentement vers les autres. Leurs visages portaient tous la même expression livide, glacée d'horreur que la mienne. Et puis, je l'entendis de nouveau. Sa voix. Desmond. Je fermais les yeux et pressais mes tempes entre mes paumes, tentant de rejeter la voix de la femme que j'aimais, morte depuis 4 ans dans un accident de bateau. Mais cette fois, elle ne partait pas. Des mots. J'ouvris les yeux, sentant des larmes brûlantes forcer leur chemin. Je vis que les autres aussi avaient les mains sur leur tête. Certains s'étaient effondrés à genoux, en boule, comme des enfants. « Maman !» murmura King dans un sanglot. Et Carruthers, revenu à lui, adossé à l'écoutille. Son visage était celui d'un homme anéanti, comme je l'avais été aux funérailles de Jackie. « Abigail ?» gémit-il. « Je suis désolé, ma chérie. Papa n'a pas pu te protéger. Pardonne-moi. » La révélation me frappa comme un train lancé à pleine vitesse, reliant en un instant les fragments d'un puzzle que mon esprit aurait préféré ne jamais pouvoir résoudre. La voix dans ma tête, et celle que les autres entendaient. La disparition de Carpenter et des membres de l'équipe de David. La tempête au-dessus de nous. Le cuirassé coulé, pas par un récif, mais par quelque chose. Le tricycle. Celui de mon enfance, arraché à ma mémoire pour me hanter. Les gravures monstrueuses sur les piliers, vestiges de ruines qui, je le savais désormais, n'avaient jamais vu la surface. Le mot unique, traduit de cette langue ancienne, sur la pierre ramenée, fuyez, la dalle que Nodding avait renversée et les ténèbres sans fond qui se trouvaient en dessous. Une prison, tout cela s'imbriquait parfaitement, et ça anéantit ma perception du réel. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est alors que j'entendis un bruit dans le couloir, plus fort que la voix murmurante qui ne me quittait plus. Un son qui me glaça d'effroi et me fit presque uriner sur place. La porte extérieure du sas venait de se refermer, et quelque chose s'approchait lourdement du mécanisme de drainage. Le sort qui me paralysait se brisa d'un coup, et je traversai la pièce en courant, bousculant les autres pour rejoindre la porte intérieure. Ce qui avait tué Nodding. Tu sais très bien ce qui a tué Nodding, Desmond.
susurra la voix de Jackie dans ma tête. Mais ce n'était plus sa voix, c'était une version déformée, terriblement sinistre. La chose était entrée dans le sas. Et maintenant, elle allait tenter d'entrer dans la base. Et nous allions tous mourir si elle y parvenait. Je m'écrasais contre la trappe, le front collé au hublot. Et en un seul regard, ma dernière once de santé mentale s'enfuit à jamais. Mon esprit brisé n'enregistra que 2 détails. La tête, cette abomination semblable à un poisson vipère, avec un œil globuleux gigantesque me fixant, et une bouche sans lèvres qui, malgré tout, se courba dans ce qui ressemblait à un rictus de malveillance pure. Et, dans l'une de ses mains palmées et griffues, la tête tranchée de Nodding, son visage figé dans une expression d'horreur et de douleur absolue, comme ceux des victimes gravées dans la pierre. Le sang continuait à goûter des lambeaux déchirés sous ce qui restait de son cou. Je hurlais de toutes mes forces, appelant à l'aide pour bloquer la porte. Un instant, aucune réponse. Ils étaient tous encore piégés dans leur propre enfer mental, torturés par des voix venues de leurs souvenirs, ou arrachés à leurs souvenirs. Ils ne m'entendaient même plus. L'eau dans le sas était presque totalement évacuée. Je n'osais plus regarder par le hublot. Je sentais que la créature s'approchait, prête à saisir la roue et à entrer. Je pouvais entendre ses halètements sifflants. Je poussai un dernier cri, non plus pour demander de l'aide, mais par pure révolte. Et alors, 3 silhouettes surgirent et se plaquèrent contre la porte avec moi. Figueroa, Alten et King. Ils avaient réussi à sortir de leur transe. « Il faut sceller la trappe !» hurla Figueroa. « Comment ?» ?»« Il y a un verrou manuel !» cria Alten. « Où ça ?» ?»« Sous ton genou gauche. » ajouta King. Je baissai les yeux. La roue tournait déjà, glissant hors de ma main. Je repérais le gros bouton noir incrusté dans la porte, en bas. Je lâchai tout et laissai mon poids me faire tomber à genoux. Alors que le loquet principal se libérait, je frappais le bouton de toutes mes forces, priant un Dieu auquel je n'avais plus cru depuis l'enfance pour que ce soit à temps. Verrouillage manuel. Sas Est. Activé. Déclara une voix robotique. La roue fit marche arrière, se reverrouilla, et la créature poussa un sifflement perçant. Était-ce de douleur, de frustration? Impossible à dire. Un soulagement collectif traversa la pièce lorsque les verrous renforcés s'enclenchèrent. Me sentant euphorique, je me redressai et me penchai vers le hublot. « Va te faire foutre, enflure écailleuse de merde !» criai-je. « La sécurité manuelle l'emporte sur ta force d'antiquité. Tu as perdu, ordure de buffet de fruits de mer. » Un instant, les 3 autres me fixèrent, puis ils éclatèrent de rire. Je ris aussi. Nous glissâmes tous lentement contre la porte, assis, riant faiblement. Une voix étouffée interrompit nos rires. « Tu crois que tu as gagné, Desmond ?» Nous levâmes les yeux. Brockman se tenait au croisement du couloir, debout, vêtu d'une simple blouse d'hôpital. Dans sa main gauche, un scalpel couvert de sang. Le sang goûtait de la lame, et de son poing serré. J'en déduisis qu'il ne venait pas d'elle, mais de l'équipe médicale. Je me reculai contre le mur d'acier. « Tu crois que tu es en sécurité juste parce que tu en as empêché un d'entrer ?» Elle éclata d'un rire dément, ses yeux fous bougeant dans tous les sens. « Tu n'as rien fait. Tu as seulement retardé l'inévitable. Tu ne peux pas gagner contre eux. Ils sont aussi anciens que la Terre elle-même. Ils entreront, tôt ou tard. Et alors, ce que Carpenter m'a dit arrivera. Et vous hurlerez tous. Vous hurlerez tous. » Elle planta son regard dans le mien. Et là, je compris. Tout ce qu'elle avait dit auparavant était vrai. La chose voulait qu'elle sache. Qu'elle nous le dise à tous. Qu'elle me le dise à moi. « Mais toi, Desmond, toi, tu hurleras en dernier. Et tu hurleras le plus fort. Ce sera une agonie que tu ne pourras même pas imaginer. » Elle leva le bras tenant le scalpel. « Le bien ne triomphe pas du mal, là où le mal règne. Et Dieu ne te sauvera pas ici. » Riant comme une possédée, elle se trancha la gorge d'un seul geste, d'une oreille à l'autre. Figueroa hurla à côté de moi. Le corps de Brockman s'effondra au sol, sa bouche gargouillant alors qu'elle se vidait de son sang. Mais ce cri n'était pas assez fort pour couvrir le bip du sas ouest, indiquant qu'il venait de se vider, et que la trappe était en train de s'ouvrir. Cela fait maintenant plus de 2 heures.
Mais j'ai l'impression que des siècles se sont écoulés. Les 4 d'entre nous avons couru, croisant d'autres membres qui sortaient de la salle des opérations, comme sortis d'un rêve. Je savais. Je savais que la chose voulait qu'il soit réveillé, qu'il voie ce qui allait sortir de ce sas, qu'il sente ce que Carpenter, Nodding et les autres avaient senti avant de mourir. Ils voulaient qu'ils soient conscients pour leur propre fin. Et je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas voir mes amis être déchiquetés lentement. Mais je les ai entendus hurler. Un cri, puis le silence. Puis un autre. Exactement comme celui de Nodding. Le même cri d'agonie déchirante, ininterrompu. King et Alten s'étaient séparés de Figueroa et moi. Nous avons entendu leurs hurlements 1 heure plus tard, l'un après l'autre. Nous étions désormais 2 survivants. Et nous nous sommes barricadés dans le laboratoire de recherche, terrés sous la table. La même où l'ordinateur avait terminé de déchiffrer l'avertissement que je connaissais déjà dans mon cœur et mon âme. N'approchez pas. Le mal est enfermé sous terre. La mort vous attend si vous restez. Figueroa a fui il y a une demi-heure. Elle s'est bouché les oreilles, sans doute torturée mentalement par la créature. Pas l'une des petites, la grande, celle qui épie depuis sa prison nouvellement ouverte, le visage déformé par une joie perverse. Elle n'a pas supporté. Elle s'est arrachée à mes bras, a couru vers la trappe et a disparu. Je sais que j'aurais dû être courageux et courir après elle, mais j'avais trop peur. Je me suis rué à l'autre bout du labo et refermé la porte, et tenté de la bloquer avec une autre table. Je sais que ça ne les arrêtera pas. Quand ils voudront venir me chercher, rien ne les arrêtera. Il y a 5 minutes, je l'ai entendu hurler. Je sais que je suis le dernier. C'est pourquoi j'écris cette histoire, à la hâte, sur des feuilles de brouillon trouvées sur le bureau où je me cache. Parce que quelqu'un doit savoir la vérité sur ce qui s'est passé ici. Je les entends, maintenant. Ils appuient contre les murs du laboratoire. J'entends leurs sifflements doux, des gémissements de joie perverse, alors qu'ils se rapprochent lentement de la trappe. Mais par-dessus tout cela, j'entends leur putain de maître qui me murmure dans la tête. Il me parle avec la voix de la personne que j'ai le plus aimée au monde. Et cette chose se régale en utilisant cette voix pour me décrire ce qu'elle va me faire. Des choses que je ne peux même pas écrire, car si je le fais, je perdrai les derniers lambeaux de santé mentale qui me restent. Brockman avait raison. Elle avait totalement raison. Il m'a gardé pour la fin. Il m'a laissé entendre la fin de tous les autres. Chaque mort a brisé une partie de mon âme. Et maintenant qu'il ne reste presque plus rien de moi, il envoie ses sbires me chercher. Ils vont entrer, ils vont me déchirer, me mordre, me lacérer jusqu'à ce que je sois à moitié mort. Mais ils ne me tueront pas. Non, cet honneur revient au maître. Le monstre. Celui à l'origine des contes des vieux marins, des légendes remontant aux premiers hommes. Ils vont traîner mon corps, à peine vivant, hors du sas, me forcer à enfiler une combinaison pour ne pas me noyer et me ramener aux ruines maudites. À ce trou, ce verrou brisé. Et là-dessous, où il m'attend, il fera de ma mort quelque chose que même le cosmos ne pourra ignorer. Je place ce témoignage dans le compartiment intérieur de la balise de détresse accrochée au mur, de l'autre côté du labo. Et je vais l'envoyer à la surface. Je vous en supplie, pour la dernière fois. Ne descendez pas ici. N'essayez pas de nous retrouver. Fuyez cette zone de l'océan, à tout prix. Nous avons libéré quelque chose. Quelque chose que ceux qui l'avaient enfermé avaient voulu protéger de nous. Pour notre bien, pour le salut de l'humanité. C'est un endroit où nous n'aurions jamais dû aller. Il n'y a rien ici. Rien d'autre que la mort, dans cet abîme. Restez loin.